Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Libye et plus précisément de la guerre civile qui s'y déroule depuis 2011, année de la chute de Mouammar Kadhafi. Alors le sujet n'est pas évident, alors accrochez-vous, c'est parti. La Libye est un pays d'Afrique du Nord. Elle est frontalière de la Tunisie, de l'Algérie, du Niger, du Tchad, du Soudan et de l'Égypte. Sa superficie est de 1 759 540 km², presque 3 fois la France. L'énorme majorité du territoire est recouverte par le désert du Sahara, sauf 2 régions côtières où est concentrée la majorité des presque 7 millions d'habitants du pays. Concrètement, 90% de la population vit sur 10% du territoire, et principalement dans les villes de Tripoli, la capitale et toute son agglomération, Benghazi et El Beida. Vous le voyez, 2 régions semblent s'opposer, on les appelle la Tripolitaine à l'ouest et la Cyrénaïque à l'est. On trouve dans le sud-ouest une 3e région appelée le Fezzan, dont Sebha est la plus grande ville. Au-delà des zones côtières, le reste du pays est très peu peuplé, mais n'en reste pas moins stratégique du fait de la présence de réserves de gaz et surtout de pétrole. Durant la période Kadhafi, le pétrole a représenté plus de 90% des recettes du pays. L'économie libyenne repose donc presque totalement sur cette ressource. Le pétrole libyen est facile à produire, de bonne qualité et présent en quantité puisque le pays détiendrait les plus grandes réserves d'Afrique. Donc voilà pour les quelques infos générales et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par un petit historique. Après avoir obtenu son indépendance de l'Italie en 1951, la Libye devient d'abord un royaume avec le roi Idriss Ier à sa tête. Ce régime dure jusqu'en 1969, année du coup d'État mené par Mouammar Kadhafi. Il s'empare du pouvoir et dirige la Libye depuis cette date jusqu'à sa chute lors de la révolution de 2011, soit un règne de 42 ans. Un règne autoritaire durant lequel il gère habilement un système basé sur une administration à la fois classique et issue de l'ancien système tribal. Il place au poste à responsabilité essentiellement des membres de sa propre tribu, celle des Ghadafa, et au contraire essaye de mettre de côté les tribus qui ne le soutiennent pas. Puis en 2011 a lieu ce qu'on a par la suite appelé le Printemps arabe, un mouvement de contestation populaire se produisant dans de nombreux pays arabes, conduisant dans certains cas à de profondes réformes et dans d'autres aux chutes des gouvernements, voire à la guerre civile comme ça a été le cas en Syrie par exemple. Et ce mouvement s'étend également à la Libye, dont la population exige davantage de démocratie, de respect des droits de l'homme, ainsi que la fin de la corruption, entre autres revendications. Les premières grandes manifestations ont lieu en février 2011, et le 17 a lieu ce que les manifestants appellent la journée de la colère. Ils sont plusieurs milliers à sortir dans la rue, surtout à Benghazi et El Beida. Les manifestations sont brutalement réprimées par les forces de l'ordre, et le bilan de la journée fait état de plusieurs dizaines de morts à travers le pays. Les affrontements entre manifestants et policiers continuent les jours suivants, et parallèlement, Kadhafi et un de ses fils font chacun un discours télévisé très tranché dans lequel ils parlent de combattre les insurgés jusqu'à la dernière balle ou de nettoyer la Libye maison par maison. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'approche n'est pas très diplomate. Et rapidement, les villes de Benghazi et El Beida sont prises et contrôlées par ce qu'on peut maintenant appeler les révolutionnaires. Plusieurs tribus, dont celle des Warfala, la plus nombreuse du pays avec plus d'1 million de membres, se joignent au soulèvement, ainsi que l'ethnie des Toubous dans le sud du pays. À partir de là, la révolution s'emballe et on entre dans une guerre civile. La répression du gouvernement est dure, ce qui entraîne une réaction internationale. Entre le 19 mars et le 31 octobre 2011, une intervention sous l'égide de l'ONU a lieu. L'objectif est officiellement de mettre en place une zone d'exclusion aérienne dans l'espace aérien libyen, c'est-à-dire empêcher toute action de l'aviation libyenne contre les civils. Mais les actions menées sur le terrain par la coalition internationale, dirigée par l'OTAN, montrent que l'objectif est plutôt de faire tomber Kadhafi. On n'est plus dans la seule protection des civils, mais clairement dans un appui armé aux révolutionnaires. Et les moyens employés sont des bombardements aériens et depuis des navires, et de la reconnaissance aérienne. Donc je vous passe les détails de la révolution, mais finalement, la capitale Tripoli tombe fin août 2011. Et Sirte, dernier bastion des loyalistes au régime, tombe en octobre. Kadhafi est tué le 20 dans des circonstances qui restent assez floues aujourd'hui, mais il aurait vraisemblablement été lynché et abattu par des miliciens en essayant de fuir Sirte. La France, quant à elle, a joué un important rôle dans cette intervention. Nicolas Sarkozy en a été un des fers de lance et des forces spéciales françaises, dont des membres de la DGSE, ont été déployés sur place pour faire de la collecte d'informations, créer des réseaux de communication avec les insurgés et peut-être même pour réaliser des actions armées discrètes contre les forces du régime. De leur côté, les révolutionnaires ont tenté de s'organiser. Dès fin février 2011 a été créé le CNT, le Conseil national de transition. Son objectif était de coordonner les différentes villes tombées aux mains des insurgés et conduire le combat contre le régime de Kadhafi. Donc c'est un peu l'autorité politique représentative de la révolution libyenne.
Puis ce CNT transmet le pouvoir en août 2012 au CGN, le Congrès Général National, qui est une assemblée constituée de 200 membres élus en juillet 2012. Et ces élections sont d'ailleurs considérées comme les premières élections libres ayant lieu en Libye. Alors l'élection de cette nouvelle assemblée ne doit pas faire penser que les choses se stabilisent pour autant sur le terrain. Certes, des élections démocratiques ont lieu, la guerre civile est officiellement terminée, mais le nouveau pouvoir central est extrêmement faible et dans les faits ne contrôle quasiment rien. Le Sud est en proie à de violents affrontements entre tribus arabes et Toubou, et la Cyrénaïque a plutôt tendance à vouloir instaurer un système fédéral, donc avec une grande autonomie des régions. À côté de ça, des centaines de milices d'anciens révolutionnaires sont toujours actives et refusent de déposer les armes. Et cerise sur le gâteau, des groupes à tendance djihadiste sont également présents, certains ayant fait allégeance à AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et d'autres plus tard à l'État islamique en Syrie et en Irak. Ces groupes djihadistes peuvent être constitués d'anciens révolutionnaires, mais également, et surtout pour ceux qui ont prêté allégeance à AQMI et à l'État islamique, de combattants étrangers recrutés un peu partout, en Tunisie, Algérie, Égypte, Irak, Syrie, etc. Il faut aussi avoir conscience que ces milices ne sont pas forcément alliées entre elles. Par exemple, en juin 2015, l'État islamique est chassé de la ville de Derna par une coalition de milices islamistes originaires de la ville. Il faut noter également que certaines milices révolutionnaires classiques combattent les groupes djihadistes, ce qui finalement est plutôt une bonne chose à ce moment-là, puisque ça permet de freiner l'avancée du terrorisme dans le pays. Bref, on part pas super bien, vous voyez que la situation est assez chaotique et elle reste à peu près identique sur l'année 2013. Mais en 2014, les choses bougent un peu, en tout cas au moins sur le plan politique. Il est décidé d'organiser de nouvelles élections pour élire ce qui sera appelé la Chambre des représentants, qui doit remplacer le CGN. Ces élections ont lieu en août 2014, mais le taux de participation est très faible. Vu le contexte, il est difficile d'organiser des élections. À Derna, par exemple, où se déroulent des combats entre milices à ce moment-là, aucun bureau de vote n'a pu ouvrir. Donc, d'anciens membres du CGN, dont certains qui n'ont pas été réélus, refusent de reconnaître les résultats des votes et remettent en place le CGN, qui aurait dû être remplacé par cette nouvelle Chambre des représentants. Donc là, le problème, c'est qu'on se retrouve avec deux parlements revendiquant chacun le contrôle du pays. Le CGN, qui siège toujours à Tripoli et qui est plutôt composé d'islamistes, et la Chambre des représentants, nouvellement élue, qui siège à Tobrouk, plutôt composée de libéraux, si on schématise. Tripoli est soutenue principalement par la puissante milice de la ville de Misrata et les milices touaregs de l'ouest du pays, pour ne citer qu'elles. Tout ça forme une sorte de coalition qui se fait appeler l'Aube de la Libye. Et Tobrouk est soutenu entre autres par la milice de la ville de Zenten, une des plus puissantes également, ainsi que de nombreuses autres, et également d'anciens militaires du régime de Kadhafi. Ce rassemblement se fera appeler l'Armée nationale libyenne, l'ANL. Alors il est important de garder en tête qu'une part importante des milices sur lesquelles s'appuient les deux camps sont difficilement contrôlables. On parle ici de milices qui contrôlent souvent simplement de petites villes, voire même parfois seulement certains quartiers. Il y en a donc énormément et leurs allégeances sont changeantes. Et c'est ça qui fait que l'analyse de la situation est très compliquée. Et à cette période, donc courant 2014-2015, on commence à entendre parler sérieusement d'un homme qui va avoir un rôle central dans le conflit. C'est le général Khalifa Haftar. Il est à la tête de l'ANL en Cyrénaïque. Et je pense qu'il est nécessaire qu'on revienne un peu sur son passé. Haftar a participé au coup d'État de 69 contre le roi Idriss Ier. Il gravit les échelons de l'armée durant le régime de Kadhafi jusqu'à devenir colonel. Et à la fin des années 80, il est envoyé au Tchad en tant qu'officier commandant dans le cadre de la guerre entre la Libye et le Tchad, dont je vous passe les détails. Il y subit une défaite et est fait prisonnier avec plusieurs centaines de ses hommes. Et c'est là qu'a lieu la rupture avec Kadhafi. Ce dernier ne tente pas du tout de lui porter secours et même le répudie. Et de son côté, Haftar explique au président tchadien qu'il est désormais opposé à Kadhafi, à la fois pour tenter de sauver sa peau et évidemment également parce que le dirigeant libyen vient de l'abandonner. Il trouve du soutien du côté des États-Unis qui à ce moment-là souhaitent faire tomber Kadhafi. Il l'extradie vers le Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo. À ce moment-là, on est en 86-87. Et puis finalement, en 90, lui et ses quelques centaines de soldats obtiennent la permission de se réfugier aux États-Unis. Haftar s'installe dans les villes de Falls Church puis Vienna, deux villes situées à quelques kilomètres à peine du quartier général de la CIA à Langley. Pendant 30 ans, il vit aux États-Unis et collabore avec l'agence américaine. Il prend part à de nombreuses tentatives de faire tomber ou assassiner Kadhafi durant toutes ces années. Donc tout ça pour vous dire que Haftar, c'est pas n'importe qui. C'est un militaire chevronné, il a une longue carrière derrière lui, il a longtemps collaboré avec les États-Unis et il obtient même la nationalité américaine. Et il ne retourne en Libye qu'en 2011 pour prendre part à la révolution. Et une fois celle-ci terminée, il se range du côté du parlement de Tobrouk, dans la Cyrénaïque, et est nommé par ce même parlement commandant militaire en chef de l'ANL
en 2015. Et là, on raccorde avec ce que je vous disais tout à l'heure. Donc deux camps, un parlement à Tripoli avec la coalition L'Aube de la Libye, et un autre à Tobrouk avec le général Haftar qui dirige l'armée. Haftar mène les combats contre les milices qu'il considère comme étant islamistes. Parmi elles, évidemment, certaines font partie de la coalition de l'Aube de la Libye. Et puis surtout, à partir de 2015, il combat également le groupe État islamique qui a considérablement renforcé sa présence dans le pays, notamment dans les environs de Sirte. Haftar est donc considéré à ce moment-là comme le seul étant en mesure d'apporter une opposition à la progression des islamistes dans le pays. Il est donc plutôt soutenu par certains pays occidentaux, dont les États-Unis, mais également la France. Et aussi par certains pays arabes, notamment l'Égypte et les Émirats arabes unis, qui le fournissent en matériel militaire, malgré un embargo sur les armes en vigueur en Libye par une résolution de l'ONU datant de 2011. L'Égypte fournit notamment des chars T-72 et les Émirats des drones de combat Wing-Long chinois et des avions Arcangel ISR américains. D'ailleurs, les drones seraient même pilotés par des militaires émiratis depuis une base située à 100 km de Benghazi. Je vous précise tout ça pour que vous compreniez bien que là, on ne parle pas de quelques caisses de munitions. On est vraiment sur de l'armement lourd pour faire la guerre. Donc cette fourniture en armes est illégale, mais pourtant les pays fournisseurs ne font pas vraiment d'efforts pour le faire discrètement. Et il n'y a pas forcément de réaction fulgurante de la part des pays occidentaux ou de l'ONU. Pour l'instant, le soutien à Haftar a l'air de plutôt les arranger. Mais pour essayer d'éviter l'escalade, l'ONU intervient et propose un plan de paix. Fin 2015 sont signés par les deux parties les accords de Skhirat. Les deux parlements s'engagent à rétablir un gouvernement unique, le gouvernement d'union nationale, ou GUN. Le Parlement de Tripoli devient le Haut Conseil d'État et fait office de chambre haute, donc un peu comme le Sénat français. Et le Parlement de Tobrouk, donc la Chambre des représentants, fait office de chambre basse, une sorte d'Assemblée nationale. Un conseil présidentiel est également mis en place avec Fayez al-Sarraj à sa tête. C'est un ancien député du Parlement de Tobrouk. Sarraj est investi en tant que président en avril 2016 lorsque le précédent gouvernement en place à Tripoli, donc le CGN, lui cède le pouvoir. Et en parallèle, un grand nombre de milices de la Tripolitaine se rallient à lui. Donc on est en 2016 et on a une tentative de création d'un gouvernement unique. Mais le camp d'Haftar, avec la Chambre des représentants à Tobrouk, n'est pas vraiment emballé par le projet, et même pas du tout. Il ne s'y rallie pas, la Chambre des représentants reste un parlement indépendant, et Haftar reste à la tête de l'ANL, qui combat toujours les milices islamistes. La Libye reste donc coupée en deux, et la tentative de médiation de l'ONU est un échec. Mais point non négligeable, le gouvernement de Sarraj est maintenant celui qui est reconnu par l'ONU. Et oui, le plan de paix signé a été mis en place par l'ONU. Et ça, c'est un problème, car les pays occidentaux sont censés suivre l'ONU, et donc soutenir Sarraj. Et c'est ce qu'ils font officiellement. Sauf que dans les faits, c'est toujours surtout Haftar qui combat Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'État islamique et les autres nombreuses milices islamiques de Libye. Donc officieusement, un soutien lui est toujours apporté par certains pays, et notamment par la France. Et ce double jeu éclate au grand jour en juillet 2016, quand 3 membres du service action de la DGSE, donc les services secrets français, sont tués près de Benghazi où ils travaillaient avec Haftar. Ça suscite la colère du camp de Sarraj, qui évidemment dénonce ce double jeu, puisqu'en parallèle, des militaires du commandement des opérations spéciales français travaillent avec Sarraj. Tout ça n'empêche pas Haftar d'avancer, et en septembre 2016, il prend le contrôle de plusieurs terminaux pétroliers sur la côte, auparavant tenus par des milices ralliées à Sarraj. Clairement, le contrôle du pétrole, donc des zones d'extraction, des oléoducs et des terminaux, est un enjeu majeur de la guerre. Début 2017, de nombreux combats auront lieu pour le contrôle de cette zone qu'on appelle le croissant pétrolier. Mais Haftar va en rester maître. Dans le nord-est, Benghazi, qui était le foyer de nombreuses milices islamistes, est également totalement conquise par l'ANL en juin-juillet 2017. Du côté du GUN, les milices de Misrata reprennent quant à elles en décembre 2016 la ville de Sirte, contrôlée depuis février 2015 par l'État islamique. Durant l'année 2018 et début 2019, Haftar s'efforce de prendre le contrôle du sud du pays dans ce qui s'appelle l'offensive du Fezzan. La ville de Sebha, la plus importante de la région, est prise le 19 janvier. Durant cette offensive, l'ANL et ses alliés combattent des milices fidèles à Tripoli, mais aussi d'autres à tendance islamiste ou autonome, et également des groupes rebelles tchadiens et soudanais. Puis, à partir d'avril 2019, les troupes d'Haftar bifurquent vers le nord et débute alors la bataille de Tripoli. Le but d'Haftar est de prendre la capitale et donc le contrôle de tout le pays. Il s'attendait à une victoire rapide, mais son armée piétine, notamment du fait que la Turquie, qui est un soutien de Sarraj et du gouvernement de Tripoli, livre du matériel militaire à son allié, une trentaine de véhicules blindés et 8 drones de combat. Donc pour rappel, c'est toujours en violation de l'embargo sur les armes en Libye. L'aide turque continue tout au long de l'année 2019 et Haftar perd peu à peu son avantage. Puis début 2020, le président turc Erdogan se dit même prêt à intervenir militairement en Libye.
Un cessez-le-feu entre alors en vigueur le 11 janvier 2020 pour essayer de calmer le jeu. Il est plus ou moins respecté dans les premiers mois, mais les combats reprennent progressivement, et en mai 2020, Haftar n'est plus qu'à quelques kilomètres de Tripoli. En parallèle, il bombarde durement la ville de Misrata, fief de la puissante milice de Misrata, mais néanmoins, l'appui turc à Sarraj ne permet pas à Haftar de prendre Tripoli. Face aux drones de combat turcs, il perd peu à peu le contrôle de l'espace aérien qui lui était auparavant assuré par ses soutiens égyptiens et émiratis. La situation a donc plutôt tendance à s'équilibrer entre les deux camps, ce qui a pour conséquence de la bloquer. Voilà la situation aujourd'hui. Du fait du soutien turc à Sarraj, aucun camp ne semble en mesure de prendre le dessus sur l'autre. Et ce qui est inquiétant, c'est que les soutiens de chaque camp semblent de plus en plus présents, ou en tout cas n'essayent plus de se cacher. La guerre libyenne devient donc clairement une guerre par procuration, ou proxy war. Ce sont ces guerres où des puissances étrangères utilisent souvent des groupes armés pour défendre leurs propres intérêts dans un pays étranger. Et d'ailleurs, faisons un point pour essayer un peu de récapituler quels sont les intérêts qu'ont les différents pays qui interviennent en Libye. L'intérêt de la France, c'est principalement de limiter le renforcement des groupes armés de la région sahélienne, car elle est présente militairement dans la zone via son opération Barkhane, et y défend différents intérêts politiques, diplomatiques et économiques. Et c'est aussi pour cela que sa position est ambiguë, et qu'elle met au même pied d'égalité Sarraj et Haftar, les deux ayant été reçus par 2 fois en France par Emmanuel Macron, en 2017 et 2020. L'Italie, on n'en a pas parlé, mais elle a été très présente sur le plan des négociations, mais aussi sur le terrain. Et elle soutient pleinement le gouvernement de Sarraj. L'Italie souhaite avant tout limiter les arrivées de migrants sur ses côtes, et notamment sur l'île de Lampedusa. L'Égypte, qui soutient Haftar, a surtout des préoccupations sécuritaires à sa frontière. Elle soutient le maréchal, qui est donc en mesure de limiter les menaces dans cette zone. Et au-delà de ça, il y a aussi un rapprochement idéologique. Le président égyptien Al-Sisi est un ancien militaire, tout comme Haftar, et les deux ne portent pas dans leur cœur les islamistes trop radicaux, et notamment les frères musulmans, tout comme les Émirats arabes unis qui soutiennent également Haftar. La Turquie, quant à elle, soutient donc le gouvernement de Sarraj. Elle souhaite contrer l'influence émirati et égyptienne dans la région. Ces deux pays sont des rivaux de la Turquie qui souhaitent quant à elle étendre son influence au Moyen-Orient et donc en Afrique du Nord. Sur le plan idéologique, le président Erdogan est lui plutôt proche de la ligne des frères musulmans et des partisans et milices islamistes gravitant autour du gouvernement Sarraj. La Turquie a également signé un accord avec Tripoli qui fixe une nouvelle frontière maritime entre les deux pays dans la Méditerranée. Alors cette frontière n'est pas du tout reconnue par les autres pays car elle empiète largement sur la zone maritime grecque actuelle, mais Ankara essaye de faire le forcing pour que l'espace maritime méditerranéen soit un peu coupé en deux. Vous le voyez ici, en partageant le contrôle de cette bande entre Turcs et Libyens, ça a pour conséquence d'obliger tous les navires passant par le canal de Suez et se rendant en Europe de passer par des zones contrôlées par l'un des deux pays. Et parmi ces navires, vous avez des tankers transportant du pétrole ou du gaz liquéfié provenant de pays comme les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite par exemple, rivaux de la Turquie. La Russie est également un soutien d'Haftar, mais probablement plus par opportunisme. Elle souhaite participer à la reconstruction de la Libye et donc signer des contrats. Elle vendait notamment des armes au régime de Kadhafi et aimerait retrouver ce marché. En 2020, un rapport de l'ONU démontre officiellement la présence, suspectée depuis plusieurs années, de mercenaires russes combattant dans les rangs d'Haftar. Ces mercenaires seraient des membres de la société militaire privée Wagner qui est déjà intervenue dans les conflits ukrainiens et syriens auparavant. Côté bilan humain, la guerre depuis 2011 aurait causé la mort d'entre 20 et 30 000 personnes environ. Mais la déstabilisation de la Libye a eu des conséquences plus larges dans l'ensemble de la région du Sahel. Elle a permis le développement du trafic d'armes. Kadhafi disposait de nombreuses caches d'armes qui ont été pillées lors de la révolution. Et ces armes se sont retrouvées un peu partout en circulation au Sahel, dans les pays voisins et même jusqu'en Syrie. Un grand nombre de groupes armés, rebelles, révolutionnaires ou terroristes, ont pu s'armer plus lourdement. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le Mali qui est liée au sujet. Et certains groupes rebelles, notamment soudanais et tchadiens, utilisent la Libye comme base arrière pour frapper dans leur pays d'origine. Cette déstabilisation a également eu pour conséquence de développer le trafic d'êtres humains. La Libye est de plus en plus devenue un point de passage de migrants pour l'Europe. Mais beaucoup de migrants vivent un enfer en Libye. En août 2017, la chaîne CNN a par exemple réussi à assister à une vente aux enchères de migrants nigérians devenus esclaves. Les migrants sont kidnappés, certains vendus comme esclaves, et d'autres parfois rançonnés, c'est-à-dire qu'on demande à leur famille d'envoyer de l'argent en échange de leur libération. Ces rançonnages font la plupart du temps l'objet de tortures appliquées sur le prisonnier pour motiver les familles à payer. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. J'essaie de vous donner un max d'infos sur différents aspects du sujet. Alors évidemment, en un quart d'heure, on ne peut pas tout dire. Il y a beaucoup de simplifications, mais je pense que ça permet d'avoir une vue globale de ce qui se passe là-bas. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, comme d'habitude, mettez un pouce pour m'aider à me référencer. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et encore, merci aux tipeurs. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!